parler en premier, qui connaît déjà notre université depuis il est venu pour des conférences déjà, et son collègue de l'université de Carthage, le professeur Fercici, qui sera présenté après par la collègue. Je vous remercie donc beaucoup pour votre participation et je donne la parole à Anne Fornero et bon séminaire. Et n'hésitez pas à la fin des interventions à poser les questions sur la chat qui est déjà ouverte. Donc, sera la chat qui sera utilisée pour les questions. Merci. Merci Alessandro. Alors nous allons, comme tu l'as indiqué, nous intéresser à la situation de la Tunisie aujourd'hui, 10 ans après la chute du régime de Ben Ali. Et alors, ces 10 ans m'ont fait penser au discours du 18 Brumaire, c'est-à-dire du 9 novembre 1799, d'un certain Napoléon Bonaparte. Et en 1799, Napoléon Bonaparte proclamait que la révolution est fixée aux principes qui l'ont commencée. Elle est finie. Alors, nous allons voir à travers 2 interventions aujourd'hui si l'on peut tirer une conclusion aussi définitive de la situation tunisienne 10 ans après la chute de Ben Ali. Alors, nous allons commencer avec une intervention du professeur Djinan Limam, qui est donc professeur de droit public à la faculté de droit de Tunis. Djinan Limam, vous assurez donc différents cours, des recherches particulièrement en droit constitutionnel, en liberté publique, et vous intéressez aussi à la question de l'égalité des genres, mais vous assurez aussi auprès de différentes organisations nationales et internationales une expertise en la matière, et notamment en ce qui concerne les questions de transition démocratique. Alors, nous vous écoutons pour environ 20-25 minutes sur la question de la sécularisation en Tunisie. Voilà, quel bilan de la transition au regard de cette question de la sécularisation? Merci, Djinan. Merci beaucoup, cher professeur. Merci beaucoup, Alessandro, pour cette présentation et pour l'opportunité, pour nous avoir aussi donné l'opportunité de traiter de la transition, du bilan de la transition en Tunisie. Alors, l'intitulé de ma présentation est la sécularisation en Tunisie, le bilan contrasté. Mais je tiens dès le départ de préciser que l'objectif de mon intervention n'est pas de dresser un bilan exhaustif du processus de sécularisation à partir de la révolution de 2011, mais de fournir quelques clés de compréhension des transformations en matière des relations entre le fait religieux, et il s'agit là en l'occurrence de l'islam, en tant que religion dominante au niveau social, mais aussi religion officielle de l'État. Ce processus de sécularisation relève d'une dynamique interne spécifique et singulière comparée aux différentes expériences du monde ou des pays appartenant à cette ère arabo-musulmane. Et là, beaucoup parlent de l'exception tunisienne. Le terme sécularisation désigne un processus historique posant une distinction entre le religieux et le séculier, avec une baisse d'influence et de pouvoir de la religion sur les individus, sur la société, sur le système juridique, politique, normatif dans le cadre d'un État. La sécularisation, ou ce processus, si vous voulez, est au cœur du réformisme qu'avait connu la Tunisie à partir du 19e siècle. Ce réformisme qui fait
si vous voulez, partie, selon certains auteurs, de l'identité tunisienne et caractérise son comportement dans le monde. Ce processus de sécularisation visait tout d'abord à instituer un État national avec des institutions politiques modernes, fondées sur un référentiel constitutionnel, avec en l'occurrence la consécration de la liberté de religion. Et ces éléments sont palpables au niveau de deux textes importants, bien que éphémères sur le plan pratique, et qui incarnent bien sûr ce réformisme. Et là, je cite le pacte fondamental de 1857 et la Constitution de 1861. Bon, après l'indépendance de la Tunisie en 1956, le processus de sécularisation a été poursuivi et confirmé dans la mesure où, dans les nouveaux textes juridiques adoptés après l'indépendance, il n'y a pas de référence à la charia en tant que source de la législation. Il y a proclamation du régime républicain, de la souveraineté populaire. Il y a également des réformes. Il y a eu une grande réforme au niveau du statut personnel. Il y a eu l'abolition des juridictions religieuses, rabbiniques et charaïques et rabbiniques, qui étaient compétentes en matière de statut personnel. C'était en 1957. Mais alors ces réformes étaient accompagnées d'un certain souci d'aménagement, de compromis, ce qui a produit des effets très contrastés sur le processus de sécularisation en Tunisie. En effet, l'État tunisien est loin d'être religieusement neutre. L'islam est appréhendé à la fois comme référent identitaire, reflétant, si vous voulez, les traditions socio-culturelles et religieuses du pays, ou du moins de la majorité des Tunisiens. Mais aussi, l'islam est appréhendé, si vous voulez, comme la religion officielle de l'État, avec certaines conséquences sur le plan normatif, que je vais développer plus tard. Alors, à partir de 2011, et c'est la phase transitoire qui nous intéresse le plus, la Tunisie est devenue un vaste laboratoire de transition, si vous voulez, de déconstitution, de reconstitution, dans lequel les opportunités pour une évolution en matière de sécularisation dans la sphère sociale, politique, juridique et normative est possible, d'autant plus que le soulèvement populaire de 2011 était profondément civil et citoyen, avec des revendications éminemment universelles de liberté, de dignité, d'égalité. En effet, la question religieuse ou identitaire était absente de la révolution, des soulèvements, des slogans et de revendications de la révolution de 2011. Mais la question religieuse et identitaire est revenue en force lors de la phase transitoire avec l'émergence de la mouvance de l'islam politique, avec ses différentes ramifications, notamment au niveau politique et partisan, et donc la légalisation du parti islamiste Ennahda, devenu acteur politique clé depuis 2011, et parallèlement, il y a eu également émergence de groupes extrémistes tolérés plus ou moins entre 2011 et 2012, puis interdit, et là je parle de Ansar al-Sharia. Il y a également l'émergence des ligues de protection de révolution qui trouvent un prolongement dans une alliance qui est actuellement, qui a des députés actuellement dans le Parlement tunisien, Tilef el-Karama.
Le débat sur la place de l'islam dans le système politique et juridique et son impact sur les libertés individuelles et publiques est source, comme on peut l'imaginer, de vives controverses entre, d'une part, on va dire, les progressistes laïcs et, d'autre part, les adeptes de l'islam politique. Et on va dire, cet antagonisme était palpable dans plusieurs phases, notamment lors de l'élaboration de la nouvelle constitution donc entre 2012 et 2014. Alors, même si la nouvelle constitution du 27 janvier 2014 est souvent représentée comme un rempart contre toute tentative d'instituer un régime théocratique, la conciliation entre, d'une part, la protection de l'islam en tant que religion officielle, religion de la quasi-totalité des citoyens, et d'autre part, la garantie d'une plus grande sécularisation n'est pas du tout chose aisée. Le respect de ces impératifs ne va pas sans susciter des difficultés et parfois même des antagonismes. Et pour mesurer l'ampleur de ces difficultés, j'ai choisi de développer 3 niveaux. Tout d'abord, donc, le niveau de la nature de l'État et de son système juridique et institutionnel. Deuxième niveau, le système partisan. Et troisième niveau, les droits et les libertés, ou si vous voulez, le niveau lié aux droits de l'homme. Et je ne vais pas trop m'attarder sur ce troisième niveau, puisque mon ami et collègue Wahid Fershishi traitera cette question avec plus d'approfondissement. Alors, pour le premier niveau, donc l'ambivalence au niveau du système juridique et institutionnel de l'État. Alors, je tiens tout d'abord à rappeler que la Constitution de 2014 s'inscrit dans la continuité des choix opérés en 1959, c'est-à-dire dans la première Constitution de l'après-indépendance, quant à la nature de l'État comme étant un système politique et normatif et ses rapports avec l'islam. En effet, la Constitution de 1959 va dans un double mouvement constitutionnaliser l'islam d'une manière très réduite et très limitée, d'abord en se détachant et en rompant avec des référents islamiques juridiques classiques, formels, le Coran, la Sunna, le fiqh, et aussi en rupture avec les référents islamiques formels, politiques, le califat et la notion de l'homme. Ensuite, la Constitution de 1959 limite la référence à l'islam au point suivant, l'article 1er, exiger par la suite l'islamité la religion musulmane pour le chef de l'État et exiger le serment sur le Coran pour donc entrer en fonction, pour avoir les fonctions au niveau les hautes fonctions au niveau de l'État tunisien. Et la Constitution de 2014 semble maintenir donc les mêmes choix de la Constitution de 1959. Aucune disposition ne hisse la religion au statut de source de légitimation du pouvoir politique ou source formelle pour la norme du droit. Également, au niveau des textes législatifs, la charia n'est pas source de la règle du droit, que ce soit en droit civil ou commercial ou autre. Et donc là, la Constitution de 2014 semble donc maintenir aussi les mêmes ambiguïtés de la Constitution de 1959 en reproduisant l'article 1er de l'ancienne Constitution. L'article 1er de la Constitution, je rappelle, annonce en somme que la Tunisie est un État dont la religion est l'islam, la langue est l'arabe et dont le régime est républicain. Sans tomber dans les interrogations
sémantique et de l'interprétation de cette phrase, et sans se poser trop la question de savoir si l'article premier parle de la Tunisie en tant que société ou de la Tunisie en tant qu'État, système politique et normatif. Il est clair que la Constitution de 2014 a appréhendé l'islam à la fois comme référent identitaire, mais aussi en tant que religion officielle de l'État, bien que cet même État soit proclamé civil conformément à l'article 2 de la même Constitution. L'article 2 dispose que la Tunisie est un État à caractère civil basé sur la citoyenneté, la volonté du peuple et la primauté du droit. Alors, le respect de ces deux dispositions, donc l'article 1er et l'article 2, formulés dans des termes assez ambigus, ne va pas, bien sûr, sans susciter des difficultés et parfois même des antagonismes, des contradictions au niveau des dispositions du texte constitutionnel et aussi au niveau contradiction au niveau du texte constitutionnel avec les autres textes législatifs et réglementaires. Exemple, exemple de ces contradictions au niveau du texte, au niveau des dispositions du même texte constitutionnel, on a l'égalité dans les droits et les obligations, on a le principe aussi de non-discrimination dans mais on a en même temps une disposition constitutionnelle qui prévoit l'éligibilité à la présidence de la République des seuls musulmans, ou encore la contradiction entre la liberté de conscience et de religion prévue à l'article 6 de la Constitution et l'obligation du serment sur le Coran pour les responsables, les hauts responsables de l'État tunisien. Et cette ambivalence du texte constitutionnel aiguise aussi les enjeux autour de l'interprétation de la Constitution de 2014, notamment en rapport avec la sécularisation, et explique d'ailleurs la volonté de certains courants politiques, notamment les courants de l'islam politique, de mettre la main sur la Cour constitutionnelle dans la mise en place et toujours bloquée. Deuxième niveau qui illustre bien, si vous voulez, cette difficulté du compromis et qui entrave donc le processus de sécularisation en Tunisie, la question des partis politiques et du système partisan tunisien. Depuis 2011, le contexte de la transition a été propice à une influence accrue des divers courants politiques, y compris les courants qui se proclament de l'islam politique en tant qu'acteur politique, et en tant qu'acteur, si vous voulez, cette émergence de l'islamisme ou de l'islam politique était palpable dans le champ politique, dans le champ associatif, mais aussi dans le champ médiatique. Si vous voulez, ce foisonnement ou cette émergence profite de la reconquête des libertés publiques et des libertés individuelles permis donc dans ce contexte transitoire. Et c'est dans ce contexte que le mouvement Ennahda, donc légalisé en 2011, était donc légalisé en 2011. Rappelons que ce parti politique est né vers la fin des années 70 et fut créé officiellement, si vous voulez, en Tunisie en 81, dans l'illégalité,
Sur la base de ces textes fondamentaux, ce parti se positionne du point de vue idéologique dans la mouvance de l'islam politique, dont les sources principales se réfèrent à la doctrine des frères musulmans. La période de transition a été caractérisée par, si vous voulez, la création donc de ces courants, de ces partis politiques qui se proclament de l'islam politique, et cela a été permis bien sûr par la Constitution et par la nouvelle législation sur les partis politiques. Il s'agit en l'occurrence du décret-loi numéro 87 qui n'interdit pas la mise en place de partis sur la base de la religion. En revanche, il interdit aux partis politiques de s'appuyer dans leur statut, communiqué, programme ou activité sur l'incitation à la violence, à la haine, à l'intolérance et à la discrimination fondée sur la religion ou fondée sur le sexe ou la région, etc. Et si on compare les nouvelles dispositions du décret-loi de 2011 sur les partis politiques avec l'ancien cadre juridique régissant les partis politiques d'avant 2011, on constate que ce dernier était plus restrictif quant aux conditions et critères à respecter par les partis politiques. Ainsi, un parti politique ne pouvait s'appuyer dans ses principes, objectifs, activités ou programmes sur une religion. Et ce qui a conduit, bien sûr, avant 2011, à l'interdiction des partis religieux. Alors, le nouveau choix opéré en Tunisie durant la phase de transition va donc dans le sens d'autoriser les partis et groupes politiques qui se proclament de l'islam politique, ce qui est en tant que tel un choix très discutable, d'autant plus que la doctrine de cette mouvance politique pourrait remettre en cause les piliers du système démocratique, notamment la question de l'égalité, la question de la liberté de conscience, voire même pourrait aussi remettre en cause l'État national lui-même en préconisant, en prêchant la khilafa au lieu de l'État national. C'est la thèse principale défendue par exemple par Hizb al-Tahrir. Il est aussi clair que le Parlement et les médias sont désormais des tribunes pour la diffusion de plusieurs de ces thèses, en contradiction bien sûr avec la loi de 2000, le décret-loi sur les partis politiques, et en toute impunité compte tenu des défaillances du système judiciaire. Alors, le dernier niveau, le niveau des droits de l'homme, donc, est toujours donc, en rapport avec notre sujet. Alors, il s'agit là d'un troisième chantier inachevé. Donc, si vous voulez, ce troisième chantier inachevé se rapporte au caractère universel, indivisible et inaliénable des droits de l'homme et leur primauté sur toute norme sociale ou religieuse qui leur serait contraire. Certes, la Constitution de 2014 opte pour une dimension universelle, globale et interdépendante des droits de l'homme, mais en même temps, la garantie des principes fondamentaux sur lesquels reposent les droits de l'homme se heurte à plusieurs obstacles majeurs. Alors, le premier obstacle réside, et je reviens là à ce que j'ai dit dans le premier point, réside dans l'ambiguïté de la Constitution de 2014 et d'autres textes juridiques antérieurs
sur le statut de l'islam dans le système politico-juridique tunisien. En effet, cette ambivalence, cette ambiguïté a permis certains compromis pour, si vous voulez, débloquer la situation. C'était le cas lors de l'élaboration de la nouvelle constitution en 2014, mais elle a été très préjudiciable au processus de sécularisation en Tunisie par la suite. Et là, l'exemple type de cette ambiguïté au niveau du texte constitutionnel, l'article 6, qui prévoit à la fois la liberté de conscience et de religion et aussi confie à l'État la responsabilité, l'État en tant que garant et protecteur de la religion. Il y a également un autre obstacle qui réside dans le fait que plusieurs textes législatifs et réglementaires, des pratiques aussi institutionnelles et aussi beaucoup de conceptions sociales et culturelles sont contradictoires avec les principes de l'égalité, la dignité et la liberté au sens universel du terme. Et si vous voulez, ces textes et ces pratiques puisent leurs arguments, principaux arguments, si vous voulez, dans le référentiel religieux. Pour finir, deux exemples dans ce cadre illustrent cette difficulté au niveau des droits et des libertés. Au niveau donc de la liberté de conscience, l'article 6 de la Constitution de 2014 dispose que l'État garantit la liberté de conscience et de croyance, ce qui veut dire y compris la liberté d'avoir ou de ne pas avoir de religion, et même la possibilité pour les musulmans de pouvoir changer leur religion. Le même article, donc, comme j'ai dit, prévoit un rôle protecteur de l'État pour la religion, sans spécifier en quoi ça consiste, ce rôle protecteur. Donc, là, si vous voulez, c'est un vrai... et puis, il y a, si vous voulez, des poursuites judiciaires qui sont contre des personnes qui ont exprimé des positions critiques concernant les textes religieux. Il y a également les intimidations contre les personnes appartenant à des confessions autres que l'islam, des intimidations, si vous voulez, aux déjeuneurs pendant le mois de Ramadan, etc. Et alors, deuxième exemple, au niveau de l'égalité hommes-femmes, à partir de 2011, donc, la transition a été porteuse de certains acquis juridiques, comme la consécration de l'égalité et de la non-discrimination, l'égalité des chances, la parité, la lutte contre la violence à l'égard des femmes, mais ces acquis s'inscrivent en réalité dans la continuité des grandes réformes juridiques en matière de promotion des droits des femmes adoptées en Tunisie depuis 1956. Avec toute l'ambivalence du code du statut personnel qui a, si vous voulez, innové sur certains points en interdisant par exemple la polygamie ou en instaurant le divorce judiciaire, mais ce même code du statut personnel était conservateur sur certains points et a maintenu certaines inégalités, comme par exemple en rapport avec les rapports interfamiliaux, c'est l'homme, le mari qui est le chef de la famille, inégalité également au niveau successoral. Alors cette ambivalence n'a pas été dépassée dans la phase de transition, puisque et malgré en dépit du fait qu'il y a eu des projets de réforme du statut personnel dans le sens de plus d'égalité,
notamment en matière successorale. Donc, ces réformes n'ont pas pu aboutir et le législateur n'a pas osé, si vous voulez, aller de l'avant vers plus d'affranchissement du corpus juridique tunisien, du référent religieux. Et donc, pour conclure, alors, il est clair que l'État tunisien est tenu de composer actuellement avec une hypertrophie du fait religieux qui le mine et le déstabilise avec l'émergence de l'islam politique. Et c'est une phrase que j'emprunte à mon ami et professeur Shrif Ferjeni. Alors, de même, il doit répondre à une mauvaise compréhension de l'idée de laïcité préméditée, je vais dire, qui confond la sécularisation du pouvoir comme condition de sa neutralité et donc de sa garantie de la liberté et de l'égalité des citoyens, qui peut dégénérer en un déni du fait religieux. Donc, cette diabolisation, là je parle de la diabolisation de la sécularisation qui est présentée comme étant donc un outil pour anti-religieux ou donc une institution ou un processus anti-religieux. Alors, ce sont là les défis qui s'imposent à la Tunisie. Compte tenu des évolutions et des dynamiques en œuvre dans la société tunisienne. Et je vous remercie de votre attention. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Voilà. Merci beaucoup, professeur Limam. C'était un exposé mais de clarté rare. Et non, vous avez bien montré, vraiment même pas une demi-heure, tous les enjeux autour des rapports entre droit et faits religieux, alors non seulement depuis 10 ans, mais finalement depuis 1956 et bien antérieurement. Alors, je vois qu'il y a déjà plusieurs questions. Je vous propose, comme on l'avait précisé au départ, d'enchaîner les deux interventions et pour pouvoir poser les questions à la fin. Voilà, vos questions seront transmises aux intervenants, rassurez-vous. Et donc, je vous propose donc d'écouter le professeur Wahid Ferchichi, qui est professeur de droit public à l'université de Carthage. Alors, beaucoup de vos publications traitent des droits et libertés, dont les libertés religieuses. Mais vous avez, à l'instar de votre collègue Jinan Imam, des activités hors de l'université. Donc, vous êtes notamment membre du Comité national d'harmonisation des textes juridiques avec les dispositions de la Constitution et des conventions internationales et de l'Association tunisienne de défense des libertés individuelles. Donc, ce sont autant de travaux qui vont nous permettre et vous permettre de nous éclairer sur ces 10 ans de législation en matière de liberté. Vous avez la parole pour environ 20-25 minutes. Nous vous écoutons avec attention. Merci beaucoup. Je remercie beaucoup tous les organisateurs et les organisatrices pour avoir pensé à moi. Certainement Alessandro, bien sûr, ma grande amie et collègue Jinan Imam, doublement parce qu'elle a pensé m'associer, deuxièmement parce qu'elle a accepté d'inverser un peu l'ordre de la présentation de cet après-midi. Mais j'ai écouté avec énormément de plaisir et d'intérêt ce que vient de dire Jinan, et bien sûr je partage parfaitement ses remarques et surtout ses conclusions. J'en rajouterai certes. En fait, on m'a demandé de travailler, j'ai proposé de travailler sur les législations en matière de liberté et des droits en Tunisie depuis le 14 janvier 2011, en fait une première décennie de la révolution tunisienne. Et là, bien sûr, j'ai mis un point d'exclamation à la fin de mon intitulé, en fait, 10 années de législation en matière de liberté avec un petit point d'exclamation, parce qu'il est vrai, comme vient d'être dit par mon ami Jinan Imam, qu'en fait, il y a une certaine ambivalence dans la constitution tunisienne, mais pas uniquement. L'ambivalence aussi, elle règne
dans la législation tunisienne et dans les processus tunisiens, et j'essaierai d'expliquer un tout petit peu ces éléments. Je commencerai par le commencement, puisqu'en fait, à partir du 17 décembre 2010 jusqu'au 14 janvier, et au-delà du 14 janvier 2011, un slogan a marqué la révolution tunisienne. Ce slogan, je vais le dire en langue arabe parce qu'il est très, très significatif, là où en fait toutes les manifestantes et tous les manifestants de l'époque sondaient Shor al-Hurriya Karama Watani, et je traduirai ça en disant travail, liberté et dignité. Je trouve que ce slogan résume un peu une conception extraordinaire. Là où la question identitaire, comme ça a été dit par Ginel, n'était pas du tout posée. Donc, qu'est-ce qu'on demandait à l'époque? On demandait une conception, à la limite, une approche intégrale des droits humains. Là où il y a les droits économiques, sociaux et culturels, et c'est notamment le shughl, ça veut dire le travail. Là où il y a la liberté, donc les libertés, les droits civils, politiques et les libertés individuelles, il y a aussi la valeur suprême, à savoir la dignité humaine. Et je me suis posé la question, 10 ans après, est-ce que ce slogan a été mis en application ou non à travers les textes juridiques? Et bien sûr, je vais un peu essayer de vous présenter d'une manière chronologique ces grandes étapes par lesquelles nous sommes passés ici en Tunisie de 2011 jusqu'à aujourd'hui. Et je partagerai ça en 4 grandes étapes. La première étape, c'est cette première étape de 2011, là où j'ai appelé l'étape des libertés par les décrets-lois. La deuxième étape, c'est l'étape de la période constituante, ça veut dire 2012 jusqu'à 2014, le vote de la Constitution, et ce qui s'est passé durant cette période constituante. Troisième étape, c'est l'étape qui a couvert le 2014-2019, ça veut dire la première législature tunisienne après l'adoption de la Constitution de 2014. Et bien sûr, l'étape actuelle qui a commencé en 2019 et qui continue avec ses propres caractéristiques. Donc, je vais un peu procéder d'une manière chronologique et je commencerai immédiatement par la première période, que je qualifierai clairement de la période qui a un peu affranchi les libertés en Tunisie, cette période de 2011. Cette année de 2011, juridiquement parlant, était une année extraordinaire dans notre histoire législative tunisienne, pour une grande raison. C'est qu'en fait, en 2011, l'objectif était fondamentalement de libérer la vie politique tunisienne à travers de très grands textes, et notamment un texte relatif aux partis politiques, ça a été tout à l'heure présenté par Ginel, un texte, bien sûr, qui a libéré la construction et l'instauration de partis politiques, avec, bien sûr, un autre texte, c'est le décret-loi numéro 88 de la même année, relatif aux associations tunisiennes, qui a permis qu'actuellement en Tunisie, on a un peu plus peut-être de 150 000 associations, avec presque un peu plus de 160 partis politiques pour un petit pays comme le nôtre. Un autre texte fondamental à l'époque, c'est 2 textes à la fois, un texte pour la liberté de la presse et un texte pour la liberté des médias audiovisuels. Ces grands textes ont permis l'émergence d'un texte fondamental relatif à la liberté aussi en matière électorale, qui a permis en fait d'organiser les élections de 2011. En fait, si vous voulez, ce corpus fondamental a libéré la vie politique tunisienne, et jusqu'à aujourd'hui, si nous avons encore des libertés intéressantes en matière partisane, associative, médiatique, journalistique, en matière de liberté d'expression, c'est un peu grâce à ces textes qui continuent toujours à être en vigueur. Mis à part ces grands textes de 2011, on a aussi adhéré à des conventions internationales. Et là, c'est très intéressant aussi qu'en fait, en fin février, début mars 2011, donc on est en plein première semaine de la Révolution, on a adopté des textes fondamentaux sur le plan international. Et notamment, la Tunisie a ratifié le statut de Rome, et ça, c'est très intéressant pour nous. La Tunisie aussi a adhéré au protocole additionnel numéro 2 relatif à au pacte des droits civils et politiques. La Tunisie aussi a levé les réserves qu'elle a déjà émises lorsqu'elle a adhéré à la CEDAW. Et donc, c'est une adhésion qui a aussi affiché une attitude d'ouverture en matière de liberté tunisienne. Donc, tous ces éléments ont donné lieu, en fait, aux élections d'octobre
2011 qui ont donné la première constituante après la Révolution. Et c'est à partir de là que j'entamerai la deuxième phase, c'est la phase constituante. Bien sûr, c'était une phase très, très difficile, très délicate et très douloureuse pour le pays. Difficile, délicate, parce qu'il y avait, ça a été dit par Ginem, la montée de l'islam politique. Et en fait, le premier parti politique qui occupait à l'époque le paysage parlementaire était le parti Nahda, qui a gagné les élections à l'époque, mais qui ne pouvait pas gouverner tout seul. Il était obligé, bien sûr, de s'associer à deux autres partis et des partis, en fait, laïques, en fait, politiquement parlant, et sur le plan des libertés, pour pouvoir régner, pour pouvoir gouverner. Mais en fait, douloureuse cette année aussi, cette période aussi, parce qu'il y a eu quand même deux grands assassinats politiques. Le 6 février 2013, l'assassinat d'un leader de la gauche tunisienne, Choukri Belri, et le 25 juillet, date importante pour nous parce que c'est la fête nationale de la République, l'assassinat d'un député à l'époque dans l'opposition tunisienne, Mohamed Brahmi. Et en fait, cette douleur était aussi, entre guillemets, bénéfique parce que ça a aussi accéléré la rédaction de la Constitution tunisienne. Et en fait, le bilan de cette période, ça veut dire des années 2000, fin 2011 jusqu'à fin 2014, la période constituante, moi je la trouve assez intéressante et à la limite positive, pour une raison très simple. C'est qu'en premier lieu, on a pu quand même rédiger la Constitution et adopter la Constitution avec tout ce qu'elle contient, parce que la Constitution tunisienne du 27 janvier 2014 est une Constitution déclaration des droits humains. Et c'est très important, parce qu'en fait, pour la première fois dans notre histoire constitutionnelle, même si, en fait, l'histoire constitutionnelle tunisienne, qui a commencé le 10 septembre 1857, avec un excellent texte qui s'appelait à l'époque le pacte fondamental, et je trouve que la traduction est mauvaise en français parce qu'en arabe ça s'appelle Ahd al-Amen, c'est le pacte de sérénité, si vous voulez, pas de pacte fondamental, ça c'est un qualificatif, si vous voulez, formel. Et donc, depuis en fait ce pont de 1857 à 2014, la Constitution de 2014 était aussi une occasion pour déclarer les droits et les libertés, et on trouve dans la Constitution tunisienne d'aujourd'hui tout droit et toute liberté confondues. Des libertés et des droits fondamentaux d'un point de vue politique et civil, les droits environnementaux, le droit au développement durable, le travail, la santé, la sécurité sociale, les droits culturels, les libertés académiques, et j'en passe. Donc presque toutes les libertés, tous les droits sont reconnus par la Constitution tunisienne actuelle. Et là, je pense que le mandat était très bénéfique, le mandat de cette constituante de 2011 jusqu'à 2014. Ceci dit, le problème s'est posé juste après, c'est en fait, en commençant à mettre en application cette constitution, qu'est-ce qu'on a fait depuis? Et notamment, bien sûr, à travers la troisième phase, c'est la phase 2014-2019. Ça veut dire le premier Parlement qui a été choisi et élu suite à la Constitution tunisienne. Et c'est là où il y a une donne politique très intéressante. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce n'est plus Nahda qui était au pouvoir. Nahda a perdu les élections de 2014 et c'est un parti national de tradition moderniste qui a gagné les élections à l'époque, le parti Nidé Tounes, qui était un parti au pouvoir, avec un président de la République venant de Tunis, un gouvernement principalement composé par les Nidé Tounes, et le Parlement était aussi présidé par un membre de ce parti. Donc, on pensait à l'époque que voilà, un parti nationaliste tunisien, nationaliste dans le sens, bien sûr, dans la continuité avec les partis qui ont vu le jour depuis 1920, ça veut dire le parti de Stour et compagnie, mais aussi un parti moderniste. Et le chef de l'État à l'époque n'a jamais caché le feu Béchir il n'a jamais caché sa dimension moderniste et bien sûr son attachement aux droits des femmes. Et juste pour vous dire qu'il y a un peu plus d'1 million de femmes qui ont voté pour Béchir Sepsi en 2014 dans les présidentielles. Et ça, c'est un chiffre très révélateur, bien sûr, du rôle que pouvaient et que pourraient jouer les femmes pour changer la donne politique. Et la Nahda, je pense, a perdu parce que les femmes ont voté pour un autre parti politique auquel, bien sûr, elle croit et auquel elle croyait les bienfaits en matière des droits des femmes. Cette période 2014-2019, quel est son bilan?
Et là, je pense que c'est très intéressant. Si j'ai à résumer le bilan positif de cette période de 2014-2019, je dirais qu'au moins je citerai 4 voire 5 textes fondamentaux en matière de droits et de liberté. Un premier texte qui a commencé, je pense, en 2016, en février 2016, on a modifié le code de procédure pénale pour, premièrement, réaménager et revoir les délais d'arrestation et de détention préventive et d'exiger la présence de l'avocat dès les premières heures de l'interrogatoire. Et là, c'est une révolution en droit procédural tunisien qui donne maintenant, et aujourd'hui on voit les bienfaits de cette réforme, qu'en fait, on arrive à sauver énormément de personnes dès les premières heures, parce que comme vous le savez tous, les aveux et la pression et l'intimidation policière s'exercent dès les premières heures de l'arrestation, et la présence de l'avocat, d'un avocat ou d'une avocate, permet aujourd'hui de réduire tous ces arbitraires et tous ces torts. Immédiatement après, c'est mars 2016 toujours, on a voté une loi très intéressante et fondamentale, c'est la loi relative à l'accès à l'information. Et grâce à cette loi, je vous assure, et je le sais, la société civile, les défenseurs des droits humains et les défenseurs des droits humains, les universités, les chercheurs ont pu accéder à des données, à des informations extraordinaires grâce à cette loi. Par exemple, nous aussi, Ginette et moi, dans le cadre de notre association, à un moment donné, on a demandé aux différents ministères de nous fournir les circulaires en matière des droits et des libertés. Et grâce à cette loi, on a pu accéder à une grande partie. Et même lorsque les ministères ont refusé, on a porté plainte contre l'instance nationale d'accès à l'information et on a gagné nos procès devant cette instance. Juste pour vous dire que c'est un mécanisme qui fonctionne et qui donne aussi des résultats intéressants. Troisième loi en la matière, c'est la loi relative à l'interdiction et la pénalisation de la traite des personnes, loi tant attendue par les Tunisiens et les Tunisiennes, notamment pour protéger les droits et des Tunisiens et des Tunisiennes et aussi des non-Tunisiens et des non-Tunisiennes, puisqu'il y a un grand trafic de nos amis subsahariens qui sont en Tunisie et qui sont hyper exploités, que ce soit en Tunisie où la Tunisie joue le rôle d'une plateforme pour pouvoir les exploiter ailleurs. Ça, c'est en août 2016. Août 2017, on a voté la loi relative à l'éradication ou l'élimination de toutes les formes de violence à l'égard des femmes. Et je considère, Ginette de partage, je pense aussi, qu'il s'agit là d'une loi historique en Tunisie. Premièrement, parce qu'on a introduit dans cette loi toutes les formes de violence à l'égard des femmes, qu'elles soient physiques, sexuelles, morales, mais aussi les violences économiques et les violences politiques. Et là, je pense, en intégrant aussi un crime à part, à savoir la discrimination à l'égard des femmes. Et là, je pense que c'est une loi révolutionnaire en mettant tout un système global et intégral qui ne s'intéresse que à la sanction, mais aussi à la prévention, à l'accompagnement, à la prise en charge, mais aussi à la sanction. C'est une loi très intéressante et qui a donné ses effets immédiatement puisqu'on a commencé à voir les effets de cette loi à partir de février 2018. Et là, surtout là où on a interdit le mariage du violeur avec la femme violée et plus encore, on a vu quand même annuellement un très grand nombre de plaintes déposées par les femmes pour protéger leurs droits et pour lutter contre la violence. Une année après, octobre 2018, on a voté une loi aussi historique, c'est la loi relative à l'interdiction de toutes les formes de discrimination raciale. Et là, bien sûr, la Tunisie a aussi adhéré à cette modernité d'interdiction de toute discrimination. Ajoutons à ces 5 grands textes, je vais les citer, un autre texte que je considère fondamental et qui va un peu dans le sens de ce que vient de citer mon ami camarade Ginette Dibem concernant les droits des femmes et notamment le rôle des hommes considérés par la loi tunisienne, notamment le code du statut personnel, comme étant le chef de la famille. Parce qu'en fait, jusqu'à 2015, la Tunisienne ne pouvait pas demander un passeport pour ses enfants et ne pouvait pas ramener ses enfants avec elle à l'étranger sans l'autorisation du père, qu'il soit le mari ou en cas de divorce, parce que c'est toujours le père qui est le tuteur des enfants. À partir de 2015,
on a abrogé la loi relative au passeport et documents de voyage en Tunisie et on a accordé à partir de cette date-là à la femme et à l'homme, au père et aux mères, la possibilité d'avoir les documents de voyage pour leurs enfants et d'accompagner leurs enfants sans l'autorisation du conjoint, qu'il soit l'homme ou la femme. Et ça, je pense aussi, c'est une grande avancée qui a permis à des femmes partout dans le monde, n'oublions pas que la Tunisie compte 1,2 million de Tunisiens et de Tunisiennes vivant à l'étranger, et c'est très intéressant. Donc ça, c'est dans l'actif de cette période de 2014. Mais quand même, il y a aussi quelques éléments négatifs, et notamment, je citerai la loi relative à la lutte contre le terrorisme et le blanchiment d'argent. Pourquoi je considère cette loi comme étant une loi tout à fait liberticide et très dangereuse pour les libertés? Pour 2 raisons. En premier lieu, cette loi, hélas pour nous, a reconsacré la peine capitale, alors que toutes les lois tunisiennes votées de 1988 jusqu'à cette loi de 2015, aucune loi, aucune, n'a repris la peine capitale. Au contraire, de 1988 jusqu'à 2015, toutes les lois qui ont été votées essayaient bien sûr de réduire les cas de peine capitale et cette loi de 2015, hélas, a réintégré la peine capitale en matière de crimes de terrorisme. Deuxième élément qui est très dangereux dans cette loi, c'est les mécanismes qu'elle a mis en place pour, bien sûr, lutter contre le terrorisme. Et c'est des mécanismes, bien sûr, qui s'immiscent dans la vie privée des personnes, qui permettent d'enregistrer, de filmer, et d'intervenir dans la vie privée et intime des personnes, ce qui, bien sûr, constitue un exemple très dangereux et qui permettrait, et qui permet déjà aux autorités en place d'utiliser cette loi pour combattre les droits et les libertés, puisque dès qu'on colle le label de terroriste à une personne, immédiatement, on va lui appliquer des procédures non communes, des procédures spécifiques, et qui vont un peu réduire toute la marge de protection des personnes. Donc, cette loi, moi, je la considère, je vais le dire, comme étant une très, très grave et dangereuse loi pour les droits et les libertés. Mais mon analyse et, si vous voulez, ma lecture de la loi de la période 2014-2019 est une lecture bien sûr positive. Toutefois, que ce soit en 2011, la première période, en 2011, 2014, 2014-2019, il y a eu quand même un parent pauvre des droits et des libertés en Tunisie, voire 2 parents pauvres. D'un côté, alors que la révolution tunisienne sondait le slogan des droits économiques et notamment le shoghl, le travail, on a réalisé qu'en fait, très peu de lois ont été votées en matière des droits économiques, sociaux et culturels, et surtout très peu de lois en matière environnementale. Ce qui fait que ce domaine des droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux reste, hélas, très, très à l'écart de cette évolution. On a trop mis sur les droits civils et politiques et on a négligé les droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux. Deuxième parent pauvre, ce sont les libertés individuelles. Malgré le fait que la Constitution tunisienne reconnaît ouvertement les droits, les libertés individuelles clairement et l'égalité de tous et de toutes devant la loi sans discrimination aucune, on a remarqué aussi que les textes fondamentaux sont restés toujours, les textes fondamentaux liberticides sont toujours en vigueur, tels que le code pénal qui date de 1913, tel que le code du statut personnel qui date de 1956, tels que d'autres lois qui ont été votées après la loi sur la consommation de la drogue de 92, et d'autres textes qui sont toujours en vigueur et qui n'ont pas été modifiés suite à l'adoption de la Constitution et qui continuent toujours à remplir les prisons tunisiennes. Juste un chiffre que je vous avance sans entrer trop dans les détails, qu'en fait sur les 22 à 24 000 personnes dans les prisons et les lieux de détention en Tunisie annuellement, on a ça la moyenne entre 22 000 et 24 000, on a toujours entre 7 000 et 8 000 de personnes arrêtées pour consommation de cannabis. Et ça, c'est très révélateur, ça veut dire le tiers des personnes arrêtées sont arrêtées sur la base d'une loi qui est complètement liberticide et qui permet d'intervenir dans la vie privée des personnes. De même, liberté individuelle des hommes et des femmes, et notamment des personnes ayant une sexualité et une expression de genre non normative, qu'on appelle souvent les LGBTQI+,
Toutes ces personnes demeurent à être sanctionnées jusqu'à aujourd'hui. Nous recensons entre 80 et 120 personnes annuellement traduites devant la justice en se basant sur un article qui remonte à la période coloniale, à savoir l'article 230, qui pénalise l'homosexualité masculine ou féminine par 3 ans de prison. Et ces éléments restent toujours là, n'ont pas été remplacés et touchés, malgré que, comme ça a été dit par ma collègue Ginem, il y a eu au moins 2 éléments importants et qui permettraient peut-être aujourd'hui de parler de la phase actuelle. C'est qu'en fait, en 2017, le chef de l'État, le feu Béji Caïd Sebsi, a nommé une commission qu'on a appelée la commission des libertés individuelles et de l'égalité, qui a remis son rapport le 1er juin 2018. Et dans ce rapport, elle a fait un état des lieux de tous les fiefs de la législation liberticide en Tunisie et, bien sûr, a proposé des modifications et les nouvelles lois à adopter, bien sûr. Elle a essayé de faire un grand nettoyage de toutes les lois tunisiennes liberticides. Bien sûr, appel à abolir la peine capitale, appel à abolir toutes ces dispositions qui permettent aux autorités d'intervenir dans la vie privée des personnes, l'article 230 sur l'homosexualité, la consommation de la drogue et toutes les autres dispositions liberticides. Mais par ailleurs, il y a eu quand même en 2018 2 projets de loi issus de ce rapport. Un projet de loi qui a été présenté par le chef de l'État lui-même, président de la République, Béji Caïd Sebsi, qui a proposé une modification de la loi relative à l'héritage et qui allait permettre aux Tunisiens d'hériter d'une manière égale que les hommes. Et une deuxième proposition qui a été déposée par 14 députés, c'est le Code des libertés individuelles. Et bien sûr, ces 2 textes sont toujours sous forme de projet devant le Parlement, parce que depuis, et c'est là, bien sûr, ma dernière remarque concernant l'étape actuelle, 2019, il y a eu, bien sûr, les élections et une montée d'un discours populiste qui a presque caractérisé tous ceux qui sont au Parlement aujourd'hui, qui ont gagné, c'est presque des formations des partis politiques, y compris le chef de l'État actuel, Siré Saïd, qui ont eu à un moment donné tous un discours populiste et un discours, bien sûr, qui a semé un certain conservatisme qui se répercute aujourd'hui sur la réalité des choses, puisque, comme vous le savez, si vous avez suivi un tout petit peu l'évolution de la situation en Tunisie depuis 2019 à aujourd'hui, très peu de textes juridiques ont été votés, pas de texte juridique en matière de droit et de liberté, aucun, 0 texte en matière de droit et des libertés, plus encore une montée de crainte pour les droits et les libertés, et notamment les agissements policiers et les arrestations policières qui se sont multipliées. Et l'exemple type des manifestations de janvier à mars dernier a révélé, bien sûr, ce retour et cette crainte de retour des vieux réflexes de la dictature et bien sûr, des dépassements et des violations des droits et des libertés. Alors que seul élément intéressant, je considère, dans cette période, c'est-à-dire 2019 à aujourd'hui, c'est la publication dans le journal officiel, le 24 juin 2020, du rapport de l'instance Vérité et Dignité. Juste pour vous mettre dans le contexte, qu'en fait, en Tunisie, on a donné beaucoup d'importance à la justice transitionnelle de 2011 jusqu'à 2013, et en 2014, le Parlement tunisien, à l'époque, c'était la constituante, a voté pour mettre en place une instance qu'on a appelée l'instance Vérité et Dignité, qui allait se charger de tout le dossier de la justice transitionnelle et qui a remis son rapport au chef de l'État en 31 décembre 2018, mais le rapport lui-même n'a été publié dans le journal officiel qu'en juin dernier. Pourquoi ce rapport est intéressant? Parce que c'est un rapport qui a présenté une démarche entière pour mettre terme à la dictature. Et parmi les réformes proposées par l'instance Vérité et Dignité, c'est d'abolir toutes les dispositions liberticides. Et cette instance a proposé, comme ça a été fait par l'instance Liberté individuelle et égalité, si vous voulez, une grille entière qui permettrait de nettoyer le droit tunisien de tous ces fiefs liberticides. Et je pense qu'aujourd'hui, et j'en finirai par ça, si on aimerait bien proposer une approche qui permettrait de mettre terme au réflexe de la dictature et de mettre la Tunisie sur le modernisme en matière des droits et des libertés, je pense qu'on a au moins 2 sources fondamentales sur lesquelles nous pourrions nous baser, à savoir
le rapport de la COLIB, Comité des libertés individuelles et d'égalité, et le rapport du LIVD, puisque toutes les deux, et notamment l'IVD, est une instance publique nationale. Ce n'est pas la société civile qui a fait ce travail. Ceci dit, le gouvernement, fin 2019, a proposé aussi, et l'a mis en place aujourd'hui, le 24 décembre 2019, un comité très intéressant, c'est le comité d'harmonisation des textes juridiques tunisiens avec la Constitution et les conventions internationales ratifiées par la Tunisie. Cette commission a commencé à fonctionner l'année dernière, ça veut dire en septembre dernier, et elle est tenue de remettre son premier rapport en juillet 2021. Et je pense, dans le travail de cette commission, je pense qu'un grand nombre de réformes qui vont un peu nettoyer le droit tunisien de ces fiefs liberticides verront le jour. Donc, croisons les doigts pour que cette commission continue à fonctionner et qu'elle émette bientôt ses conclusions. Je vous remercie infiniment pour votre attention. Je remercie Ginène d'avoir mis le contexte et de m'avoir permis aussi de parler tout en étant très à l'aise d'un point de vue fondamental, puisque Ginène l'a déjà fait. Merci beaucoup et je vous redonne la parole. Merci infiniment à vous, professeur Ferchichi, parce que c'est à l'instar de Ginène Limam, vous avez voilà, brossé un tableau complet de la complexité de la situation de la législation, tout en remontant à ses racines bien antérieures à 2011. Et on s'aperçoit qu'il y a comme un effet un peu de sédimentation, ou ce qui peut apparaître comme des avancées révolutionnaires très significatives vers un État plus démocratique. Finalement, il y a un frein du fait de l'existence et de la non-abrogation de législation beaucoup plus ancienne et rétrograde. Écoutez, je vous propose donc de prendre, peut-être que vous avez déjà jeté un œil aux questions qui ont été posées dans l'espace discussion. Alors, il y a beaucoup de questions, mais vous y avez déjà tous les deux en partie répondu, de questions autour de principe d'égalité des sexes, d'égalité des genres, et sur les perspectives d'une amélioration, du sens de l'application de la législation nouvellement adoptée. Et il y avait aussi une question qui rejoint un peu une interrogation que j'avais eue, donc je profite d'avoir la parole pour m'en emparer sur effectivement ce qu'a représenté la sécularisation par rapport au lien entre les Tunisiens eux-mêmes et la religion et l'islam. Et c'est vrai que moi, ça m'a évoqué la confusion qui est souvent faite dans le cadre français entre laïcité et sécularisation. Et c'est vrai que nous, la laïcité est un principe juridique. Ça correspond aussi à des courants idéologiques voilà, qui traversent la société française. Et je me demandais ce qu'il en était, et effectivement, et je crois que ça rejoint la question qui a été posée par un étudiant ou une étudiante, voilà, sur comment s'articule cette sécularisation et les liens sociaux des individus à la religion. Et j'en profite peut-être, Ginène, vous voudrez peut-être répondre aux autres questions que vous aurez relevées par la même occasion. Je vous laisse la parole. Est-ce que vous m'entendez là? Très bien. Donc, merci beaucoup pour toutes les questions là, que je viens de lire sur le chat, adressées à moi et à mon ami et collègue Wahid Ferchichi. Dans ma présentation, je ne me suis pas trop attardée sur, si vous voulez, la religion ou la pratique individuelle de la religion, ou ce que j'appellerais la religion du fort intérieur, parce que cela peut être, c'est une question qui pourrait être mieux traitée par
les sociologues, parce que bon, il y a des études sociologiques, il y a des sondages et des travaux de recherche qui sont conduits en Tunisie et ailleurs sur l'observation de l'évolution de l'impact du religieux sur la société et sur les individus. Et de manière générale, je dirais que la Tunisie s'inscrit dans la tendance qu'on observe un peu partout dans le monde, qui va dans le sens de on va dire, de la diminution de la pratique religieuse des individus. Et ce n'est pas le cas de la Tunisie. La Tunisie, dans ce contexte, ne fait pas figure d'exception. Et il y a également des sondages, qui démontrent que les Tunisiens, il y a de plus en plus de Tunisiens qui revendiquent si vous voulez, leur laïcité ou voire plus leur athéisme. Donc le fait de s'afficher en tant que non religieux, en tant qu'agnostique, c'est une question qui n'est plus taboue en Tunisie, et il y a même des associations qui travaillent sur ce plan-là. Et je trouve que cette évolution vers plus d'autonomie de l'individu dans ses choix, dans sa liberté de croyance, est quelque chose qui a été construite par strate ou on va dire par couche, depuis donc l'héritage, ou grâce à l'héritage réformiste du 19e siècle, du début du 20e siècle, et qui s'est développé petit à petit. Et après 2011, donc la reconquête des libertés publiques et des libertés individuelles a permis donc à toutes ces formes de revendication, aussi bien identitaires et qui défendent, si vous voulez, une islamisation de la société, de s'exprimer, que des mouvements de jeunes ou de mouvements, on va dire, politiques et sociaux qui revendiquent la laïcité et qui n'ont pas peur de proclamer et de revendiquer la laïcité. Depuis 2011, donc, il y a eu des associations également, des collectifs citoyens qui ont essayé, bien sûr, d'influer le processus constituant en mettant l'accent sur la nécessité d'affranchir et les normes juridiques et les institutions de l'État de toute influence, on va dire, religieuse, et de mettre l'accent sur le fait que la pratique religieuse, la conviction religieuse, et du domaine du fort intérieur, de la liberté individuelle. Il y a également la question du processus constituant. Alors le processus constituant en Tunisie, ou si vous voulez, c'est le processus qui a permis l'élaboration de la constitution qui est en vigueur, la constitution du 27 janvier 2014. Alors c'est une dynamique interne. Bien sûr, il faut mettre l'accent sur le fait que cette dynamique, elle est interne, elle est conduite par des acteurs nationaux, c'est-à-dire et les partis politiques représentés au sein de l'Assemblée élue, et également au niveau des associations ayant mené des plaidoyers et aussi beaucoup de travail avec les députés pour aller vers plus de garanties pour les droits et les libertés, et pour les garanties démocratiques du système politique. Et là, bien évidemment, l'interne et l'international, il n'y a pas, si vous voulez, de frontières étanches, puisque dans cet effort d'appui à la transition démocratique, bien sûr, il y a des acteurs internationaux qui ont apporté leur assistance, leur savoir-faire, leur expertise et leur expérience. Et cela s'est fait par des canaux, c'est-à-dire officiels, notamment sous la forme de programmes d'appui des Nations Unies, le programme des Nations Unies pour le développement, et d'autres associations et ONG qui ont apporté quelques
quelques éléments, des présentations, si vous voulez, des expériences comparées ou sur la question des transitions démocratiques. Et enfin, je dirais, pour finir, je dirais que, alors les idées phares ou les principes phares consacrés par la Constitution de 2014, parce que c'est une question qui a été posée, je crois, plusieurs fois, et les difficultés de la mettre en œuvre, je dirais seulement si vous voulez résumer, que la Constitution de 2014 met en place donc un régime républicain démocratique qui repose sur la séparation entre les trois pouvoirs, l'indépendance de la justice, le système politique est mixte, parlementaire et avec quelques éléments du régime présidentiel, avec, comme disait mon ami et camarade et collègue Wahid, avec des garanties pour les droits et les libertés des trois générations et la consécration des principes fondamentaux, liberté, dignité, etc. Mais les difficultés, bien sûr, c'est la mise en œuvre de la Constitution et sa traduction au niveau des textes législatifs. Et donc ça, c'est un grand chantier, d'autant plus que il y a là des lacunes au niveau de la mise en place de la Cour constitutionnelle. Donc là également, c'est un autre problème. Donc pour mettre en œuvre la Constitution de 2014, il est important d'avoir une Cour constitutionnelle. On a pour l'instant une structure provisoire de contrôle de constitutionnalité des lois, mais ce n'est pas, donc cette instance n'est pas la Cour constitutionnelle tant attendue, et c'est un outil, un instrument essentiel pour la pérennisation de la démocratie et pour la garantie, si vous voulez, des droits et des libertés, je pense. Voilà. Merci beaucoup. Alors, il y a une question qui vient d'arriver, qui vous concerne peut-être, quand même sûrement, parce que c'est une question que vous avez évoquée. Y a-t-il eu une réaction de la part de l'Union européenne à la réintroduction de la peine de mort en Tunisie? Pardon, vous dites une réaction de la part de l'Union européenne? Oui, une réaction. Est-ce que l'Union européenne a émis un avis quand la peine de mort a été réintroduite en Tunisie? Moi, je pense qu'en fait, il y a aussi une ambivalence dans la réaction de l'Union européenne vis-à-vis de la Tunisie. Et là, c'est très intéressant peut-être d'évoquer cette question, parce qu'il y a aussi dans les questions que j'ai fait défiler tout à l'heure, et je m'en excuse parce que je pense, je vais répondre à certaines, mais pas à toutes, parce qu'il y a des questions qui ne sont pas, il me semble, parce qu'il se trouve que nous sommes juristes tous les deux, Ginette et moi, et peut-être il y a des questions qui relèvent en fait d'une autre spécialité, mais on essaye peut-être d'avancer nos remarques, mais sans que ce soit scientifiquement fondé seulement. C'est en tant qu'observateur et quelqu'un qui vit dans ce pays, qui est en train de suivre l'évolution depuis 2011. En fait, il y a une certaine ambivalence. Certainement, il y a les canaux diplomatiques qui fonctionnent d'une manière ordinaire. Certainement, il y a des messages qui arrivent aux décideurs tunisiens sans que ce soit très tapageur. Mais je pense, d'un point de vue officiel comme ça, on n'a pas vu réellement, au moins à ma connaissance, je ne sais pas pour Ginette si elle a des éléments à vous fournir, une réaction comme ça très claire de la part de l'Union européenne dans la matière. Ceci dit, il y a une des questions qui a été posée concernant le rôle de l'Union européenne, et notamment, je pense que la question a été posée en italien, je ne sais pas si j'ai bien compris ou non, et le rôle de l'Italie aussi en la matière. En fait, au début, et ça je ne vous cache pas, ce que nous avons souhaité dès le début, c'est-à-dire à partir de 2011, avec cette révolution, et une des questions qui a été posée, pourquoi c'est la révolution du jasmin? Je vous assure, ce ne sont pas les Tunisiens qui ont qualifié leur révolution de la révolution du jasmin, c'était certains médias français à l'époque qui ont essayé de donner un label comme pour la révolution des œillets ou autres. Mais les Tunisiens n'appellent pas leur révolution la révolution des jasmins du tout. Et donc, cette question, en fait, qui a été posée sur le rôle de l'Union européenne et notamment des États qui nous semblent très proches, l'Italie, la France et des pays, en fait, l'Allemagne, des pays qui ont toujours soutenu la Tunisie. Mais en fait, on a eu une grande déception. 2011-2012. On pensait que, comme ça a été le cas après la chute du mur de Berlin, 89 et suivant, et en fait que l'Europe allait réellement
intervenir pour aider une démocratie naissante. On le sait tous, et aujourd'hui on le vit d'une manière très, très fondamentale. Avec la pandémie de la Covid-19, nous le réalisons maintenant. La fragilité, pas uniquement de notre système politique, mais surtout du système économique, social, le système de santé, le système éducatif et de l'enseignement. Et on pensait à un moment donné que, entre guillemets, un plan Marshall allait être fait pour un pays comme la Tunisie. Pour l'aider, parce qu'en fait, soutenir une démocratie sans un soutien économique, parce que économiquement parlant, on est réellement dans une situation très, très délicate et difficile. Et même si on n'atteint pas les bords de la faillite, mais nous ne sommes pas très loin, économiquement parlant. Et là, c'était une déception de la part des Tunisiens. Donc, juste pour vous dire, donc, allez réagir, et en matière d'arrestation des manifestations, et en matière d'examen et de tests anal qu'on est en train de faire subir à des personnes qu'on considère homosexuelles. Et en fait, quelles sont les réactions de l'Union européenne qui défend réellement ces valeurs, et notamment dans sa charte, dans la Convention européenne des droits humains. Et ça, je pense, c'est intéressant peut-être. Je reproche rien, peut-être que les canaux diplomatiques jouent leur rôle. Je parle d'un point de vue officiel, médiatique, très peu de choses ont été communiquées. J'enchaîne avec des petites questions qui ont été posées concernant en fait les droits des femmes d'une manière générale et cette loi relative à la violence à l'égard des femmes. C'est une loi très intéressante parce qu'en fait, jusqu'à récemment, le droit tunisien ne voulait pas reconnaître l'existence d'un phénomène qui s'appelle la violence à l'égard des femmes. Et ce n'est pas nouveau et ce n'est pas non plus quelque chose lié à la Tunisie parce qu'en fait, même à partir des années 80, lorsqu'on a commencé partout dans le monde à parler de ça, même des pays qui sont très avancés aujourd'hui d'un point de vue des droits humains ne voulaient pas accepter le phénomène. Le fait d'avoir accepté, c'est quelque chose d'intéressant, mais plus encore. Par exemple, en matière, une question qui a été posée, en matière d'égalité dans les salaires hommes et femmes. Bien sûr, le droit tunisien est très clair, aucune distinction. C'est-à-dire le droit ne distingue pas, ne discrimine pas les salaires hommes et femmes. Mais le problème, c'est la pratique, notamment dans le milieu rural. Et donc, ce qui fait que même si le droit ne le fait pas, si l'administration ne met pas en place des organes pour contrôler et pour faire le suivi, bien sûr, c'est le droit qui est défaillant. Donc, ce n'est pas cette absence de discrimination législative ne veut pas dire que la discrimination a disparu. Et j'enchaîne avec une question sur la discrimination, puisque ça a été posé. Depuis l'adoption de la Constitution et notamment de la loi relative à la discrimination raciale, est-ce qu'il y a des effets? Oui, certes, il y a des effets positifs. Rien que la loi a été votée en octobre, je pense, 2018, la loi sur la discrimination raciale. Quelque temps après, bien sûr, il y a eu la première condamnation d'une personne qui a eu des propos raciaux à l'égard d'une autre personne. Et elle a été condamnée à une peine privative de liberté de quelques mois. Mais c'est important de dire que voilà, on applique la loi. Plus encore, plus récemment, je pense octobre 2020, la première fois, un tribunal tunisien a jugé le changement d'un nom portant une discrimination raciale et a permis à la personne de changer son nom en se basant sur la connotation raciale de son nom de famille. Je pense que c'est des avancées. Et l'on est de même pour la violence à l'égard des femmes. Et là, on le réalise, en fait, que les femmes, que ce soit qui souffrent d'une violence politique, d'une violence physique, d'un harcèlement sexuel, maintenant, en fait, on arrive à le faire. Ceci dit, il faut toujours rappeler qu'on mettre en place une loi qui est fondamentale, et notamment une loi qui va mettre en place des mécanismes, exige aussi qu'il y ait des moyens financiers et humains conséquents. Le cas échéant, la mise en application de la loi va se faire d'une manière progressive, voire d'une manière très lente. Plus encore, on pourrait même se tourner contre cette loi et dire est-ce que c'est le moment d'aller voter une loi sur la violence à l'égard des femmes, alors qu'économiquement, nous sommes dans une situation très dangereuse. Donc, c'est pour cette raison, c'est bien d'accompagner ces lois par des mesures d'exécution. Je finirai par une remarque très importante, une question qui posait peut-être deux. Une concernant en fait comment la Tunisie s'est transformée d'une république vers une dictature. On parlait de la période de Ben Ali. Je vais vous dire qu'on n'a jamais connu une véritable république. Ça veut dire que la période de Ben Ali, qui était une période noire, était une continuité aussi d'un système qui n'était pas un système démocratique. À partir de 1959, c'est-à-dire à partir de la première constitution tunisienne et à partir de l'abolition de la monarchie en 1957, on n'a pas mis en place un système démocratique. Et ça, il faut toujours le rappeler, que nous n'avons jamais connu la liberté et la démocratie. Ça veut dire si, après la Deuxième Guerre mondiale
et après la chute du mur de Berlin, énormément de nations européennes ont parlé du retour vers la démocratie, parce que ces nations ont connu la démocratie à un moment donné, que ce soit années 20 et 30 ou après la Deuxième Guerre mondiale. Nous n'avons jamais connu la démocratie et la liberté. Nous sommes en train de la mettre en place. Et c'est ça la différence, parce qu'il y a une question qui se posait, où peut-on mettre la Tunisie dans le paysage démocratique, dans l'absolu? Nous sommes en train de mettre en place une démocratie. Nous n'avons jamais connu la démocratie. Parce qu'en fait, même avec la Première République, celle de 1957 jusqu'à l'avènement de Ben Ali en 87, mais on a aboli tous les partis politiques, on a interdit les associations, on a laissé un seul parti politique jusqu'en 1981 et 84. Ça aussi, c'est très important. On a eu un président à vie. On a eu un parti politique qui gouvernait tout le pays. Donc, ce qui fait que Ben Ali était dans une continuité relativement dictatoriale. La différence, ce n'est pas au niveau du système politique entre Ben Ali et le président Le Feu Bourguiba. C'était en fait le projet social qu'avait la première République tunisienne, ça veut dire 57-87, et celui de Ben Ali. La Première République avait un projet social, avait l'enseignement comme objectif de tous et de toutes. La liberté de la femme, c'était un objectif. Et grâce à ces réformes de 56, 57 et 59, et après, on a la configuration actuelle de la société tunisienne. Une société qui se féminise dans tous les secteurs. Tous les secteurs deviennent des secteurs dominés d'un point de vue activité par les femmes, l'enseignement, la magistrature, la médecine. Seule la politique reste toujours dominée par les hommes, mais ça ne va pas durer parce qu'en fait, ces femmes vont aussi atteindre maintenant, même quantitativement parlant, elles seront partout les dominantes et peut-être bien c'est les hommes qui vont profiter de la parité et pas les femmes. Juste pour vous dire un peu, c'est un processus qu'on a déclenché, mais c'est un processus de non-retour. On ne peut plus revenir en arrière, il me semble. Merci de votre réponse et surtout de terminer sur une note positive tout de même. Alors, il y a une question sur éventuellement des références bibliographiques sur les questions que vous avez abordées l'un et l'autre. Peut-être qu'éventuellement vous pourrez utiliser l'espace discussion dans les quelques minutes qui nous restent pour répondre à cette question, parce que ça montre tout l'intérêt, et toutes ces questions montrent évidemment l'intérêt de l'auditoire. Je me permets de profiter d'avoir la parole pour saluer notre collègue Chérif Ferjani. Oui. Voilà, et c'est une très, très agréable surprise de lire votre question. Écoutez, peut-être, Jinan, avez-vous un dernier mot à ajouter? Et puis, je pense que nous allons devoir céder à la tyrannie des horaires et bientôt conclure. Mais si vous souhaitiez rajouter quelque chose. Après toutes ces idées, ces remarques très judicieuses, je pense que, bon, je n'ai pas grand-chose à ajouter. Je voudrais seulement réagir par rapport à ce qu'avait écrit mon ami Chérif Ferjani sur justement le processus de sécularisation et bon, qu'en est-il en Tunisie? Bon, là peut-être ça me, l'analyse demandera beaucoup de temps, mais je pense que donc, le phénomène pourrait avoir les mêmes éléments, les mêmes qu'en Tunisie, si vous voulez, en rapport avec ce processus de sécularisation et ses aléas, si vous voulez. Alors, en ce qui concerne en général le bilan de la phase transitoire, comme le titre que j'ai choisi, c'est un bilan contrasté, avec bien sûr des zones de lumière avec une évolution au niveau normatif, du corpus normatif qui est important à rappeler, d'autant plus que le rôle des normes, le rôle des règles juridiques, c'est toujours important dans la dynamique d'évolution des sociétés et je pense qu'en matière de démocratisation, de garantie des droits humains, avoir donc si vous voulez, des textes juridiques et notamment des textes constitutionnels qui garantissent donc le bon fonctionnement
effectivement des institutions sur une base démocratique et qui garantit les libertés, ça c'est en soi un acquis. Donc, reste bien évidemment la mise en œuvre. Et je pense qu'on a entamé plusieurs chantiers actuellement en Tunisie depuis 2011. Plusieurs chantiers sont ouverts. Le chantier de la sécularisation, le chantier qui est intimement lié à la grande problématique de la démocratisation, à la grande problématique des garanties des libertés, notamment les libertés individuelles, et bien évidemment tous les efforts, et aussi bien des acteurs politiques que de la société civile, doivent converger vers justement la réussite de ce processus, parce qu'il y a plusieurs dangers qui guettent la transition démocratique en Tunisie, et parmi les premiers dangers, c'est bien évidemment la détérioration de la situation socio-économique, en général, et surtout liée avec la conjoncture du Covid-19, et donc on va dire l'approfondissement des inégalités entre les personnes. Ça d'une part, et d'autre part, bien sûr, il y a le danger que représente la montée du discours donc populiste et du discours de l'islam politique, et ça aussi, c'est un danger auquel il faut être très attentif. Merci, il me reste à vous remercier très sincèrement, très chaleureusement de vos interventions qui nous ont donné voilà, tous les éléments nécessaires pour apprécier voilà, dans les prochaines années les suites, les prochaines phases, les étapes de cette transition, donc toujours en cours, mais qui laisse une part d'espoir, voilà, de se retrouver peut-être dans 10 ans avec un bilan, un meilleur bilan. Merci à tous d'avoir assisté, nombreux à ce séminaire, et donc je vous dis à très bientôt. Yes, I would like to thank you. Gina and Flavia, on ne vous entend pas bien du tout, et là on ne vous entend plus. Okay, maybe we have some problems with line Flavia. So we just want to thank you to having participated to this seminar. Thank you, merci beaucoup. And see you to the last episode, to the next episode. And thank you in particular to Juan Forneron for your participation, for your privilege for us to have you as a chair. And thank you and see you. Bye.
Grazie a voi, potete cominciare a uscire, chi è ancora collegato. Ilaria, ma mi senti? Sì, ti sento. Chiudo io, va bene? Ok, prima no? No, non ci sentivamo più, no. Era la linea molto rallentata, sentivamo solo l'onda delle tue parole. E quindi chi ha concluso poi? Tu? Tranquilla. Ok, Chiudo. va bene, grazie mille. Ciao.